Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au commerce du café avec la question: le commerce du café est-il un laboratoire des futurs marchés commerciaux? Donc tout d'abord, nous allons regarder une petite vidéo du dessous des cartes sur le commerce du café. Ensuite, j'approfondirai certains points de la matière. Et enfin, je vous demanderai de répondre à quelques questions dans un document que je vous ai envoyé. Donc, tout d'abord, la petite vidéo du dessous des cartes produite par Arte. Ravi de vous retrouver sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Nous démarrons cette émission à Djima, en Éthiopie, à 6 heures de route de la capitale éthiopienne, Addis Abeba, où regardez, une cafetière géante accueille les visiteurs sur un rond-point à l'entrée de la ville. La légende veut que le premier café ait été concocté ici, dans cette région qu'on appelait autrefois Kaffa. Un berger du nom de Kaldi aurait découvert au 8e siècle les vertus excitantes du café, car l'une de ses chèvres se serait mise à faire des bonds après avoir mangé les fruits d'un caféier. Aujourd'hui encore, le café est au cœur de l'économie éthiopienne. Le café est l'une des boissons les plus consommées au monde, dont nous vous racontons aujourd'hui le long voyage, mais aussi la spéculation et la pollution qui l'accompagnent. Produit mondialisé par excellence, le café a une caractéristique: les régions du monde où il est le plus consommé ne sont généralement pas celles qui le produisent. Le long voyage du café qui commence, vous l'aurez compris, en Éthiopie. Sortons les cartes. Car on pense que tout a commencé ici, à l'est du continent africain, sur les hauts plateaux éthiopiens. Un arbuste, le Coffea arabica, y pousse à l'état sauvage, dans la forêt à plus de 1000 mètres d'altitude, dans l'ancienne région de Kaffa. Depuis des siècles et aujourd'hui encore, on ramasse ces baies rouges, les cerises de café, et on les fait sécher puis griller. Elles prennent alors une couleur brune et dégagent un parfum unique. Alors comment ces grains de café ont-ils conquis la planète, offrant au monde à la fois une boisson et un rituel? Pour répondre à cette question, il faut remonter dans le temps. Dès le Moyen Âge, le caféier quitte l'Afrique. Vers le XIIe siècle, il est domestiqué et cultivé sur les côtes du Yémen, de l'autre côté de la mer Rouge. Lors de leur rite mystique nocturne, les confréries soufis yéménites adoptent un breuvage amer et subtil, très énergisant, grâce à une drogue fort douce, la caféine. Au XVe siècle, le port de Moka, en situation de monopole, contrôle un commerce du café florissant. De là, le kawa gagne les villes sacrées de l'islam, la Mecque et Médine. Au XVIe siècle, les pèlerins vont le diffuser dans l'ensemble du monde musulman, à Bagdad, Damas, le Caire, qui devient le grand centre marchand du café au Proche-Orient. Et en 1554, le tout premier établissement de café ouvre à Constantinople, capitale de l'Empire ottoman. On le boit avec le mar, très sucré. Plus qu'une boisson, c'est un mode de vie. Au milieu du XVIIe siècle, la mode des cafés gagne un nouveau continent, l'Europe, grâce aux marchands de Venise qui commercent avec le Levant. À Paris, Londres, Amsterdam, Vienne, le café est d'abord un produit de luxe, apprécié dans les cours royales et les milieux aristocratiques. Au fil du temps, il s'embourgeoise et la demande européenne augmente. Oui, mais voilà, le caféier n'aime pas les hivers froids. Il pousse essentiellement entre les tropiques. Alors, à partir du XVIIIe siècle, les pays européens vont en faire une culture coloniale. Elle commence ainsi à Java, conquise par les Provinces-Unies des Pays-Bas. Français et Hollandais introduisent ensuite la culture du café dans leur possession des Amériques, aux Antilles, au Suriname et en Guyane, puis dans le nord du Brésil, alors colonie portugaise. Une culture qui, comme celle de la canne à sucre, repose sur l'esclavage. Le commerce de millions d'esclaves africains croît ainsi avec le développement des plantations de café dans ce qu'on appelle alors le Nouveau Monde. Il se poursuivra jusqu'à la fin du XIXe siècle. Alors regardons maintenant la géographie du café en 2020. Elle porte toujours les traces de cet héritage et raconte, vous allez le voir, un monde d'échanges inégaux. Commençons par les producteurs. En tête, le Brésil, suivi par le Vietnam, la Colombie, l'Indonésie et enfin l'Éthiopie. Le Brésil est de très loin le premier producteur mondial de cerises de café. Situé dans le sud et l'est du pays principalement, les immenses plantations produisent plus du tiers du café de la planète.
de l'arabica principalement, mais aussi du robusta, l'autre variété de café, plus fort en caféine et qui pousse dans les plaines tropicales. Derrière le géant brésilien, l'Amérique latine est aujourd'hui la région du monde où l'on cultive le plus de café. En Colombie, numéro 3 mondial, au Pérou et au centre du continent, au Honduras, Mexique, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica. L'autre grande région de production des précieux grains, c'est désormais l'Asie, qui fournit plus du quart du café de la planète, surtout, on l'a dit, au Vietnam, deuxième producteur mondial, ainsi qu'en Indonésie, quatrième rang mondial, et en Inde. Alors intéressons-nous précisément au cas du Vietnam, où la culture du café a été introduite pendant la colonisation française, mais a été développée à grande échelle à partir des années 1980 sur les hauts plateaux des provinces du centre. Le gouvernement, soutenu par les institutions financières internationales, pousse alors des millions de paysans à quitter les plaines du littoral pour cultiver les caféiers. Le pays s'est spécialisé dans la production du robusta, avec des rendements parmi les plus élevés au monde, mais au risque d'épuiser ses sols. Quant à l'Afrique, aux marges du commerce international, elle ne pèse aujourd'hui que 11% de la production de café. Essentiellement, on l'a vu en Éthiopie, cinquième producteur mondial, et en Ouganda, Côte d'Ivoire, Tanzanie et Kenya. Alors au total, environ 125 millions de personnes vivent de la culture du café dans une cinquantaine de pays tropicaux. La très grande majorité des paysans possèdent moins de 5 hectares et vend ses récoltes à l'exportation. Eh bien, en moyenne, ces planteurs des pays du Sud touchent environ 5% du prix d'un paquet de café moulu vendu dans un supermarché en France ou en Allemagne. Regardons maintenant qui sont les buveurs de ce café. Voici la carte de la consommation annuelle par habitant. Intéressons-nous d'abord aux Européens. On trouve les Luxembourgeois, suivis par les Finlandais, 12 kilos par an et par personne. Les Suédois, les Norvégiens et les Islandais sont les plus gros consommateurs d'un café filtre très allongé, qui est également apprécié en Allemagne. Avec 5 kilos par personne chaque année, Français, Italiens et Portugais préfèrent déguster un expresso bien serré. Les Nord-Américains sont eux aussi de grands consommateurs de café long, et enfin les Brésiliens, avec la hausse de leur niveau de vie, sont les seuls producteurs à consommer localement une grande partie de leur café. À l'exception du Brésil, donc, on voit bien que la géographie de la production, liée au climat et à l'histoire, et celle de la consommation sont complètement inversées. Ce qui fait du café un produit agricole très échangé. Envoyé par container, il emprunte les routes maritimes des pays producteurs vers les pays consommateurs. Le café est donc devenu, on l'aura compris, un produit agricole mondialisé, une valeur marchande cotée en bourse sur laquelle on spécule. C'est la bourse de New York qui fixe les cours de l'arabica et celle de Londres, les cours du robusta, des cours qui ne cessent de monter et de baisser, ce qui a évidemment des conséquences sur la vie de millions de paysans qui ne savent pas à quel prix ils vendront leurs récoltes. Regardez, depuis la mi-2011, c'est la chute libre en raison notamment de la surproduction. De 3 $ la livre à moins de 1 $ en 2020, soit moins de 2 € le kilo. Conséquence pour les cultivateurs, la pauvreté et l'émigration en hausse. Alors intéressons-nous maintenant à ce qu'on appelle les torréfacteurs, c'est-à-dire l'industrie qui grille les grains de café pour en exhaler l'arôme. Voici les pays qui en ont fait leur spécialité. Derrière le Brésil et le Vietnam, on trouve l'Allemagne et également la Suisse. Ces pays européens importent le café, puis le revendent transformé avec une forte valeur ajoutée. Et puis bien sûr, il y a les firmes qui distribuent le café. Elles se taillent la part du lion, plus de 50% du prix de vente du paquet de café leur revient. Ce marché de 200 milliards de dollars par an est dominé par un petit nombre de multinationales européennes et américaines. La plus célèbre, c'est le géant de l'agroalimentaire, le Suisse Nestlé, présent sur toute la planète. C'est le numéro 1 mondial du café, inventeur du café soluble dès 1938 et des fameuses dosettes jetables en 1986. Cette innovation qui a conquis les consommateurs, en particulier français, allemands et américains, et qui met notre kilo de café autour de 60 € au lieu de 12 € le kilo en moyenne. Ces capsules en aluminium, elles conservent les arômes mais finissent en partie à la décharge. En France, le taux de recyclage est seulement de 30% en 2020.
On l'aura compris, les défis de la caféiculture de demain sont nombreux. Payer un juste prix aux producteurs en soutenant les coopératives et les filières équitables, totalement indépendantes des multinationales. Développer l'agroforesterie pour faire face au réchauffement climatique et limiter la déforestation. Car le goût du café ne cesse de s'étendre et de nouveaux marchés émergent, aiguisant les appétits, et c'est ce qu'on va voir pour terminer. Regardez l'implantation des cafés Starbucks dans le monde. 32 000 établissements dans plus de 80 pays début 2020. Le fast-food américain au marketing soigné sert chaque année ses millions de clients dans des gobelets en carton non recyclables. Après les États-Unis, c'est aujourd'hui la Chine qui compte le plus d'enseignes. La Chine qui a commencé à cultiver du café dans la province du Yunnan pour moins dépendre de l'extérieur et assouvir la soif de café de ses classes moyennes. Le café est ainsi devenu le produit mondialisé par excellence avec cette particularité, on l'aura compris, que les régions du monde qui en consomment le plus sont rarement celles qui le produisent. Conséquence, à l'heure de la Covid-19, dès le mois de mars 2020, les importateurs de café dans plusieurs grands pays consommateurs ont fait des réserves pour éviter d'éventuelles ruptures de stock. Ils ont aussi davantage privilégié le café vietnamien, le Vietnam comptabilisant moins de malades que le Brésil et donc potentiellement moins de perturbations dans les processus de production. Les professionnels du secteur qui ont eu par ailleurs une autre inquiétude, que le télétravail fasse chuter les cours du précieux grain en mettant fin, de fait, au rituel de la machine à café entre collègues. Donc voilà, vidéo très intéressante et très complète du commerce du café par le dessous des cartes. Le commerce du café. Donc le café est produit dans une certaine partie du monde, les régions tropicales, et il est revendu dans d'autres parties du monde, les pays les plus développés, les plus riches, l'Amérique du Nord, l'Europe, le Japon et l'Australie. Tout ceci provoque en fait une structure en entonnoir pour le commerce. Donc il y a les petits producteurs, on parle de 25 millions de paysans dans la slide. Dans la vidéo, il parlait de 125 millions de personnes qui vivent quotidiennement du commerce du café. Donc ces personnes revendent le café à des acheteurs locaux, qui revendent à des entreprises locales, qui revendent à des négociants, qui revendent ensuite à des entreprises qui vont torréfier le café, qui vont améliorer le café, qui revendent ensuite à des distributeurs, et finalement on arrive seulement au consommateur final, 1 milliard de consommateurs. Donc au début des années 2000, le café qui était acheté aux petits producteurs était à environ 24 cents le livre, et était revendu finalement 3,6 $ au consommateur final. Donc on a une augmentation de 1500% entre le prix d'achat et le prix de vente. Tout ceci provoque énormément de soucis. Et en fait, c'est ce qui a vraiment introduit les premiers labels. Aujourd'hui, il y a une multitude de certifications autour du commerce du café. La première qui est arrivée sur le marché, c'est Fairtrade, qui dépend de l'association Max Havelaar. C'était à la fin des années 90. Et c'était en réaction à la plainte de nombreux producteurs brésiliens qui se plaignaient d'être vraiment victimes du marché, que du jour au lendemain, on pouvait leur acheter leur kilo de café 3 $ et le lendemain 1 $. Donc en réaction à cela, Fairtrade s'est vraiment engagé à donner un prix fixe d'achat aux producteurs de café pour qu'ils puissent continuer à se développer et qu'ils ne soient plus vraiment victimes des multinationales qui fixaient le prix du café à leur bon entendement. Donc c'était la première association. Ensuite, il y a eu Rainforest Alliance, donc la petite grenouille en dessous de Fairtrade, qui elle se battait vraiment pour la limite de la déforestation. Donc voilà, la limite de l'agriculture qui s'étendait toujours de plus en plus loin dans la forêt tropicale. Donc UTZ Certified a fusionné avec Rainforest Alliance il y a 2 ans, c'était aussi pour de l'agriculture durable. USDA organique, ça c'est l'agriculture biologique en général. Vous avez Bird Friendly, qui se bat vraiment pour la biodiversité, notamment les oiseaux, qui sont très très fort touchés par la déforestation, donc pour la plantation de fleurs, etc., pour que les populations d'oiseaux sauvages puissent survivre avec le commerce du café. Et donc, au fur et à mesure des années, ces certifications ont pris de plus en plus d'ampleur dans le marché. Même si c'était des pourcentages infimes, c'était quand même une très forte réaction par rapport à l'époque où il n'y avait pas de certification. Donc, en réaction à cela, vous avez Starbucks et Nespresso, de grandes multinationales, qui ont aussi créé leur propre label de certification. Voilà, où ils donnaient aussi un certain pourcentage de leur chiffre d'affaires aux producteurs, mais c'était quand même ridicule par rapport à tous les combats des vrais labels de certification. Et donc aussi, vous avez d'autres labels qui sont apparus sur le marché, notamment le label 4C, qui aussi était un label de certification qui donnait bien sur les paquets de café, mais
qui a été très très fort critiqué dans le sens où, au lieu de, comme Rainforest Alliance qui dit zéro déforestation, 4C disait on diminue la déforestation. Qui, au lieu de vraiment bien rémunérer le producteur, disait on rémunère mieux le producteur. Donc c'était une certification qui était beaucoup plus facile à adopter pour les multinationales. Et donc ces certifications ont été très fort critiquées. Au fur et à mesure, il y en a de plus en plus qui se sont développées. Les gens ne savaient plus trop donner où de la tête ou quelle était bonne et quelle était la moins bonne. On le voit vraiment sur ce graphique, l'importance des multiples certifications, donc avec Fairtrade qui a commencé fin des années 90. Aujourd'hui, Fairtrade, ça représente un petit peu plus que 80 000 tonnes de café par an. C'est quand même rien du tout par rapport aux 9 millions de tonnes produites dans le monde par an. Mais bon, ça a le mérite d'exister et de plus en plus, ça gagne de l'importance. C'est vraiment un combat face aux multinationales qui dirigent vraiment le marché. Donc les autres certifications gagnent de plus en plus d'importance. Le problème, voilà, Starbucks, dès qu'ils ont lancé leur certification, ils sont devenus le premier label parce que voilà, Starbucks, ça représente une consommation de café très très importante dans le monde. Donc c'est une étude de 2012, mais en 2020, je peux vous dire que ça continue toujours d'augmenter et le café équitable continue vraiment à gagner des parts de marché au fur et à mesure des années. Sur ce graphique, qui est une étude de 2017, vous avez donc les barres en gris foncé qui montrent les pays, l'importance des pays dans le commerce, les exportations globales. Donc voilà, le Brésil, le Vietnam, la Colombie qui sont les exportateurs principaux. Et vous avez les exportateurs de café Fairtrade qui représentent, on va dire, 2-3% du commerce du café mondial. Et donc si, par exemple, on prend le Pérou, les exportations globales du Pérou, ça représente environ 3% du marché. Par contre, dans ces 3%, il y a vraiment 24%, donc quasiment un quart du café Fairtrade qu'on retrouve dans le monde. Donc on peut dire que le commerce du Pérou, quasiment 100% du commerce qu'il y a dans le Pérou, c'est du café Fairtrade. C'est déjà une très bonne chose pour ce pays-là. Par contre, juste à côté, on a le Vietnam, qui représente aussi environ un quart du café global vendu dans le monde, mais vraiment une infime partie du café Fairtrade. Donc on peut dire que quasi 100% du café produit au Vietnam est du café non certifié, du café vraiment qui est à la mainmise des multinationales. Donc le Vietnam, l'introduction du Vietnam sur le marché du café, ça a posé énormément de soucis. Voilà, parce que c'était vraiment du pain béni pour les multinationales. Le Brésil, c'est le producteur et l'exportateur principal, quasiment 30%, mais sur ces 30% là, il n'y a vraiment que 5% du café qui fait partie du café Fairtrade. Ensuite, pour finir, pour donner quelques explications finales, notamment par rapport au marché économique, je vous présente ce graphique qui est pas très très bien fait non plus, qui dépend d'un site sud-américain, et donc par contre qui exprime le prix du café à l'unité de sac et les stocks de café dont on disposait dans le monde. Donc ce qui est intéressant de voir dans ce graphique-là, même s'il n'est pas absolument exact, je pense, c'est que au moment où on avait peu de stock de café, le prix était plus élevé, donc on va dire à partir du début des années 90, le prix était vraiment très élevé. Et par contre, on remarque qu'à partir de la fin des années 90, on a vraiment un effondrement du prix du café, et donc ça match environ avec l'introduction du Vietnam dans le marché du café. Et que voilà, au début des années 2000, le prix du café était au plus bas, grosse crise du café au début des années 2000, parce que les multinationales avaient d'énormes stocks de café, et donc ils décidaient du prix qu'ils voulaient mettre au sac de café. Donc ça coûtait même plus cher de produire du café pour les petits producteurs brésiliens, sud-américains, que ce qu'on leur donnait comme argent pour leur acheter leur café. Donc ils travaillaient vraiment à perte. Tout cela représente ce qu'on appelle la notion d'offre et de demande. Donc je vous ai donné une définition plus complète dans le document que j'ai attaché, mais je vais vous l'expliquer rapidement à l'oral ici. Donc dans un marché économique, les deux principaux acteurs sont vraiment les acheteurs qui donc demandent à se procurer quelque chose, et les vendeurs qui sont à la base de tous les producteurs souvent, qui offrent leur production ou qui offrent quelque chose à vendre. Et donc la relation entre ces deux acteurs, ça va vraiment être de fixer un prix qui normalement devrait arranger tout le monde, mais quand le système est perturbé, donc typiquement vous avez l'introduction du Vietnam dans le marché économique, l'offre devient excédente. On a beaucoup trop d'offres, beaucoup trop de café qui se retrouvent sur le marché. Donc au final, les acheteurs
peuvent se dire, ah ben, on a beaucoup trop d'offres, donc on décide du prix à laquelle on l'achète à l'unité. Donc le prix normalement diminue et les producteurs de café voient vraiment leur prix complètement diminuer. À l'inverse, si les stocks de café sont hyper petits, sont hyper bas, les acheteurs n'ont pas vraiment le choix et les vendeurs peuvent se dire, ah ben là, on augmente le prix. Donc il y a un excès de demande. Si par exemple, demain, plein de pays se disent, on va se mettre à boire du café, le marché va être déstabilisé et on va avoir un excès de demande. Donc là, le prix pour les producteurs augmente. Voilà, c'est ce que représente vraiment la notion d'offre et de demande. Finalement, 5 questions faciles auxquelles vous saurez répondre facilement. Voilà, avec la vidéo et mes explications, ainsi que 2 documents que je vous ai mis, 2 articles, un de la Libre du début des années 2000 et un de Max Havelaar. Voilà, de décrire les flux mondiaux dans le commerce du café. Je vais vous demander de citer et de décrire les acteurs de la filière mondiale du café, donc la structure en entonnoir. Quels sont les différents risques auxquels sont soumis les producteurs de café? On en a longuement parlé. Donc pourquoi les labels équitables sont-ils si nombreux dans le commerce du café? Expliquer les différents combats de ces labels. Donc au-delà de ça, la semaine prochaine, après la correction, on reviendra aussi sur l'introduction des labels dans le chocolat, dans le thé, etc., dans de nombreux produits mondialisés. Et finalement, la dernière question, donc pourquoi le commerce du café est un excellent exemple des principes économiques de l'offre et de la demande dans les années 90. Voilà. Donc voilà, principalement avec l'introduction du Vietnam. Je vais vous demander de me décrire avec vos mots et très clairement, de manière très concise, de répondre à ces questions. Finalement, une petite bibliographie. Donc j'ai utilisé une quinzaine de liens pour faire ce travail que vous pouvez retrouver facilement, que je vous ai mis à la fin du document attaché. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour corriger tout cela. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je suis facilement disponible et je vous souhaite un très bon travail.